sur un même sujet. Et ce qui fait que faire une synthèse de 5 ou 6 ans de travail, c'est toujours un exercice un peu compliqué, surtout quand on a des milliers de photos de tout ce qui s'est passé. Et voilà, c'est un exercice intéressant. J'ai passé un peu de temps pour vous préparer ça le plus synthétiquement et le plus compréhensible possible, en évitant trop de détails. Détails qui sont toujours nombreux, évidemment, il y a des anecdotes à raconter dans ces situations-là. Voilà, du grand robot, très rapidement. Non, je vois pas très bien ce que j'ai écrit. En fait, je vais essayer de parler sans micro. C'est pas du tout possible. D'accord. Donc, l'île du Grand Rouvreau, donc vous l'avez compris, au large des Anglais. Ici, vous avez l'île des Anglais, justement, l'île du Grand et du Petit Gaou. Et ici, vous avez toute la côte de Sifour, et de l'autre côté, la Seille-sur-Mer. Une île qui a un statut de protection qui est une ASPI, qui est un statut un peu spécial, qui est vécu à la Convention Barcelone, mais qui n'est pas protégée en tant que telle par d'autres statuts français. La mer tout autour, en revanche, est dans le site naturel 2000 de la Lagune du Bosc. Elle est propriété du Conservatoire du Littoral depuis l'année 2000. Donc c'est une toute petite île, 6,5 hectares, assez proche de la côte, 1,2 km, on en parlera tout à l'heure. Ça pouvait être une contrainte, avec un point culminant extraordinairement haut de 31 mètres. Avec une population résidente donc de 0 habitants à l'année. C'est vraiment un petit coup de paradis, sans eau, sans électricité. Et 2 habitants qui y ont habité pendant un peu plus d'un siècle, les 2 gardiens de phare, puisqu'il y a un phare sur cette île, avec une population estivale qu'on estime à moins de 50 personnes par jour, parfois un peu plus, c'est variable, et jamais plus de 50 personnes en même temps. Le phare ayant été construit en 1864. Je vais vous présenter rapidement 4 acteurs principaux autour desquels va tourner cette présentation. Dans un premier temps, le Conservatoire du Littoral. Est-ce qu'il est nécessaire que je représente ce que fait le Conservatoire du Littoral? Pas nécessairement, tout le monde sait ce que fait le Conservatoire. Donc le Conservatoire qui est propriétaire du site, la ville de Sifour qui, comme c'est le cas dans pas mal de sites du Conservatoire, est gestionnaire du site dont le Conservatoire est propriétaire. L'initiative PIM, je vais en parler au fur et à mesure de la conférence régulièrement. L'initiative PIM, c'est aujourd'hui une association. Auparavant, c'était essentiellement un programme. Aujourd'hui, c'est une association dont le président est Sami Benadj, un collègue avec lequel on a pas mal travaillé, qui est tunisien, qui est aussi en bureau d'études, et dont le secrétaire général est encore aujourd'hui installé au siège d'Aix-en-Provence du Conservatoire du Littoral. Une association à vocation internationale qui travaille, comme son nom l'indique, sur les petites îles de Méditerranée, les PIM, dont l'île du Grand Rouvreau fait intégralement partie. Et enfin, Agir écologique, la société pour laquelle je travaille moi, qui a été missionnée cette année, depuis l'année dernière et cette année encore, pour continuer tous les travaux de restauration écologique. Auparavant, j'ai fait que cette prestation en tant qu'individu pour l'association PIM. Et enfin, le dernier acteur, pas des moindres, c'est des dizaines de bénévoles dont je vous parlerai un peu au fur et à mesure qui nous ont permis d'aller au bout de ce projet, qui sans eux n'aurait jamais pu être aussi ambitieux. Cartographie des habitats naturels présents sur l'île, en quelques points, rapidement, de ces 6 hectares et demi. D'abord, un phare, une zone boisée que vous voyez ici, c'est toute cette partie verte que vous voyez ici, un petit peu celle-ci, mais surtout cette zone-là. Un phare tout en haut, qui présente en plus la qualité de nous offrir des paysages sublimes en fin d'après-midi. Et également la griffe de sorcière. La griffe de sorcière, c'est toutes ces zones que vous voyez en orange, rose ici. C'était, je reviendrai tout à l'heure, avec des recouvrements quasiment monospécifiques, comme vous pouvez le voir ici. Des surfaces immenses, colonisées uniquement par cette espèce. Et enfin, un unique débarcadère, autour duquel il peut y avoir des dizaines, voire des cinquantaines de bateaux en période estivale. Débarcadère qui n'est pas toujours aussi pratique qu'on pourrait l'espérer, surtout quand il y a un peu de mistral. Voilà. Donc des espèces invasives, la griffe de sorcière, qui est un Proprotus etulis. Liste noire des espèces exotiques envahissantes, introduites au début du XXe siècle, sans doute introduites par les pharistes sur l'île, pour faire un peu de décoration, et qui a fini par recouvrir plus de 31% de l'île. Elle produit une quantité de graines impressionnante, astronomique, et notamment en période estivale. C'est d'autant plus important que sur l'île, il y a une autre espèce qui est présente et aussi introduite, qui est le rat noir, donc originaire d'Asie. Et le rat noir, lui, va être capable, en tant qu'omnivore, il est capable de consommer toutes sortes de ressources sur l'île, mais une de ses ressources principales devient la griffe de sorcière en période estivale, puisque quasiment plus d'eau sur l'île, pas encore de fruits, on n'est pas encore en automne, et la griffe de sorcière à ce moment-là produit des fruits, garde de l'eau, le rat consomme les fruits et disperse les graines
fait que les deux facteurs de présence entraînent une interaction positive en milieu insulaire. Une autre espèce envahissante, le goéland leucophée, qui pour le coup, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment se plaindre d'une dégradation particulière des milieux, quelques placettes nitrophiles, mais jusqu'à présent, l'essentiel problème était plutôt lié à la présence de l'huile de sorcière. Donc là, je vous présente un goéland leucophée qui vient gentiment me dire bonjour au moment où on fait les états initiaux, les suivis des mesures en période de reproduction. Le goéland leucophée ne supporte pas que vous soyez à côté de son lit, donc vous pouvez imaginer l'ambiance sonore quand vous faites un relevé sur des petites placettes et vous avez des goélands qui vous tournent autour tout le temps, qui viennent vous piquer. Voilà, plusieurs œufs par nuit, et je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Et en parallèle, un bâtiment biologique qui lui est sous pression. Là, vous avez la Timélia sud, vous avez ici une photo d'une Timélia sud. Alors, je suis peut-être un peu près, en fait, je ne vois pas bien ce que je vous explique. Là, vous avez une photo de Timélia sud qui est entourée par la griffe de sorcière. Ça, c'est typiquement dans des situations qui nous a poussé à intervenir. Vous avez beaucoup d'espèces qui sont tout à fait indigènes, qui ne sont pas forcément extraordinaires. Pour le coup, c'est une espèce protégée, mais vous avez aussi des oliviers, des lilas, etc. Et ceux-ci, sous la pression de la griffe de sorcière, tout en descendant, finissent par être étouffés, vous devez avoir accès à la lumière, et disparaissent asséchés. D'autres espèces comme le rouge sanguine, là c'est une photo que j'ai prise beaucoup plus tard, après les premiers efforts d'arrachage de l'huile de sorcière. De la Léocamée molly, intéressant parce que la Léocamée molly, encore une fois, c'est une espèce qu'on va retrouver cette fois dans les zones qui sont un peu perturbées, un peu piétinées. Et pour le coup, vous voyez, il pousse au travers entre les galets de la calade du phare. Et il y a une très très jolie population à cet endroit-là. Sidomitoreum également, une autre espèce protégée intéressante. Et puis la dernière, sur laquelle je voulais qu'on fasse un petit point très rapide, c'était le Sénécio à feuilles grasses, le Canthemifolius crassifolius, il me semble, qui lui est une espèce qui va se protéger au niveau régional, mais qui va être favorisée par l'arrachage de l'huile de sorcière, je vous montrerai comment. Et en parallèle, une espèce qui m'est chère, puisque je suis herpétologue à la base, je ne suis pas du tout botaniste, vous l'avez compris, j'écorche un peu les mots des plantes. Là, c'est le Philodactyle d'Europe. Une population qui était identifiée, connue depuis longtemps, qu'on imaginait être vraiment centrée autour du phare, et avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y en avait finalement un peu partout. Donc le Philodactyle d'Europe, une espèce de gecko, des trois espèces de gecko présentes en France, qui, contrairement à la tarente de Mauritanie et à l'hébidactyle, lui fait 7 à 8 cm maximum, adulte. Vous l'avez déjà vu lors d'une sortie linéenne, et vous avez d'ailleurs vu un truc extraordinaire que peu d'herpétologues ont vu, c'était une coronée girondine en train de prédater un Philodactyle d'Europe, qui d'ailleurs s'en est sorti. Ça, c'est un spectacle extrêmement rare qui nous a permis en plus de confirmer la présence de la coronée girondine sur le Frioul, donc c'était quand même une super belle observation, dont j'ai toujours regardé les photos d'ailleurs, merci à la linéenne pour ça. Donc le Philodactyle, unique espèce de gecko présente sur l'île, qui, s'il venait à arriver la tarente de Mauritanie ou de l'hébidactyle, serait déjà en danger. Aujourd'hui, c'est une des rares espèces c'est une des rares îles sur lesquelles le Philodactyle se maintient, notamment au secteur de la lagune du Brusque, puisque l'espèce a disparu des Antilles, a disparu de Peine d'Or. On imagine aussi qu'il était présent sur le petit et grand Garou, sur lequel aujourd'hui on n'a plus du tout de présence de Philodactyle, on n'a que de la tarente de Mauritanie. Donc une espèce qui reste, même si qui est déjà rare, qui est insulaire, quasiment uniquement insulaire en France, quelques populations du côté de la Riviera, à Nice, et sinon, globalement, une espèce qu'on retrouve sur quelques îlots qui ont été peu perturbés. La stratégie, c'est là que PIM prend toute sa place. Dès les premiers travaux menés par l'initiative PIM sur l'île, les premiers travaux d'inventaire, ont été produits un schéma de gestion en juin 2010 qui envisageait justement un grand programme d'éradication de la griffe de sorcière, comme c'était déjà le cas mis en place sur la réserve intégrale de Bagot. D'ailleurs, avec Bagot, les parcs nationaux de Porcoum, nous avons pas mal travaillé avec eux pour justement monter ce programme, de façon à ce qu'on reste dans la même démarche de restauration écologique. Bien sûr, beaucoup de bibliographie, d'entretien, pour arriver à élaborer un plan d'action. Ce plan d'action, il se résumait à une seule et unique question importante: comment lancer un ambitieux programme de restauration écologique à moindre coût? Parce qu'à différents autres programmes, nous n'étions pas financés par des fondations, par des grands mécènes. Il fallait trouver une alternative à cette difficulté de lancer des programmes de restauration écologique, surtout dans un contexte où vous imaginez bien qu'une espèce aussi luxuriante que la griffe de sorcière, dont les gens ne sont pas forcément informés de l'impact qu'elle peut avoir sur le patrimoine indigène, qui la trouve jolie, puisqu'elle fleurit en rose et en jaune. Vous leur expliquez que vous allez faire un programme de restauration écologique, vous allez enlever toute cette griffe de sorcière. Si en plus vous leur dites que c'est un programme qui va coûter très cher,
potentiellement vous avez des chances que les pouvoirs politiques autour de vous ne vous suivent pas du tout. Et au bout d'un certain temps, ça devient une vraie grosse contrainte. Donc comment est-ce qu'on a imaginé ça? C'est là que PIM est rentré en action. Donc d'abord un partenariat scientifique avec l'IBE, avec le CEF-CNRS de Montpellier, avec le Parc national de Porquerolles et un important réseau de bénévoles. Ce qu'on a imaginé, dans un premier temps, c'est commencer à faire des états zéro. De quoi est-ce qu'on parle? Où est-ce qu'on en est? Où en est la végétation? Là, vous connaissez Daniel Pavon, pour ceux qui le connaissent, qui a participé dès le départ aux premiers inventaires et aux premiers états zéro. Donc, 18 placettes de végétation identifiées sur site, dont 4 qui étaient des placettes témoins, qui nous permettaient de mesurer notre action. Également, là, c'est pas dans le bon sens, c'est pas grave. Donc, 3 autres compartiments sur lesquels nous avons fait des suivis, l'entomologie, l'ornithologie, là, c'est pas du suivi, c'est du recensement, donc du recensement des nids de goélands tous les ans. Et l'herpétologie. L'herpétologie, je reviendrai un peu là-dessus tout à l'heure, nous avons eu la chance. C'est souvent le cas quand on découvre des choses en biodiversité, souvent les problématiques liées au suivi de ces espèces-là sont un peu compliquées parce que c'est des espèces qu'on peut voir de nuit, dont on ne connaît pas vraiment les facteurs qui vont pousser les individus à être actifs. On pense souvent qu'il y a une activité asynchrone, c'est-à-dire que les individus sont actifs tous au même moment. Donc qu'est-ce que représente un comptage quand on fait un comptage à vue et qu'en plus on doit le faire sur une île et qu'il est nécessaire de pouvoir dormir sur place, d'avoir un bateau, etc. Vous imaginez la contrainte que ça représente de faire un suivi standardisé, parce qu'à la fin les scientifiques vous disent oui, mais si vous voulez qu'on puisse interpréter vos résultats, il nous faut quelque chose de standardisé. Or, ces espèces sont pas faciles à voir, vous avez compris, il y a des facteurs météorologiques qui rentrent en ligne de compte, il y a un facteur observatoire aussi, puisqu'un observateur habitué va avoir plus de phylodactyles que quelqu'un de pas habitué. Et il se trouve qu'on avait imaginé créer des petites maisons pour les phylodactyles, des gîtes artificiels. On avait testé plusieurs choses, comme ça c'était déjà fait sur Porquerolles, avec des pierres sèches, avec des briques creuses. Et il se trouve que l'année où on a testé ça, ils étaient en train de refaire la maison du phare sur l'île. Et on a récupéré des tuiles. On a juste installé des tuiles à côté de nos tests, n'y croyant pas vraiment. Et il se trouve que dès la première année, au bout de quelques mois, on avait déjà une colonisation de près de 30% de nos gîtes. De fait, maintenant, ce protocole-là, on l'a installé sur le château d'If, et on est en train de réfléchir avec le parc national pour pouvoir l'installer aussi sur une île sur laquelle il n'y aurait pas de perturbation du tout. Ça permet, ce protocole, à quelqu'un qui ne connaît pas le phylodactyle de venir, de soulever quelques tuiles, de les compter immédiatement, de faire ça dans n'importe quelle condition météorologique, avec des conditions d'accès qu'il peut lui-même caler en fonction de la facilité d'accès à l'île. Donc un protocole intéressant, mais c'est une découverte fortuite. Voilà. Là, je finis sur ce réseau de placettes. 36 placettes de suivi de phylodactyles installées dans tout type de végétation, afin de voir quels sont les facteurs de proximité qui peuvent permettre ou pas de comprendre comment est-ce que le phylodactyle colonise. Voilà. Donc le grand chamboulement. L'idée que nous avons eue tous autour de la table, c'est de se dire, si on doit faire l'arrachage de griffes de sorcières avec nos propres moyens, en respectant la bonne période d'arrachage, etc., il aurait fallu qu'on le fasse plutôt en novembre, à un moment où l'accès à l'île est relativement compliqué, à un moment où les gens ne sont pas très disponibles. Donc ce qu'on a imaginé, c'était de proposer une espèce de vacances contre travail. En gros, pendant une semaine au mois de juillet, à l'époque où les griffes de sorcières sont finalement les moins lourdes aussi, ce qui présentait un avantage assez conséquent pour ceux qui les arrachent, on leur a proposé de venir passer une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées avec nous, toute une semaine s'ils voulaient, en contrepartie de laquelle nous, on les hébergeait, on les nourrissait, ils travaillaient 4 heures, et le reste du temps, ils avaient libre pour eux, ceux qui voulaient balader. Ce qui nous a permis de mobiliser un réseau énorme, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, et nous avons commencé donc un travail sur 4 secteurs. On a sectorisé l'île pour savoir comment est-ce qu'on allait travailler, et le premier secteur sur lequel on a décidé de travailler, c'est celui qui est le moins visible depuis la côte, ce qui n'est pas tout à fait innocent. Pour éviter d'avoir trop de critiques, parce qu'on n'était pas tout à fait sûr des résultats. Vous imaginez des populations monospécifiques d'une seule espèce, vous arrachez ça, qu'est-ce que ça devient derrière? C'est forcément un chantier. Comment est-ce qu'on arrive à continuer à mobiliser nos interlocuteurs politiques autour d'un projet qui finalement dégrade un peu le paysage pendant... On sait bien que c'est temporaire, mais cela dit, il y a quand même une dégradation du paysage qui peut être importante. Comment est-ce qu'on fait? La première chose qu'on a faite, c'est commencer à le faire dans un endroit caché. Ainsi, on a mobilisé des bénévoles. Comment est-ce qu'on a réussi à procéder? Voilà, vous avez ici quelques chiffres. Donc, 4 années consécutives d'arrachage sur 4 secteurs différents. Entre 24 et 38 personnes mobilisées sur une semaine pour nous aider. Donc c'est des conditions de travail qui sont quand même un peu compliquées. Vous êtes en plein été, il fait chaud, vous tirez de la griffe de sorcière qui est relativement lourde, pleine de poussière, vous imaginez en plus la banque de feuilles sèches qui reste dessous, etc. C'est pas forcément simple. Et cela dit, ça s'est toujours fait dans une certaine bonne humeur.
Petite spécificité quand même, nous avions une partie qui était relativement dangereuse, que nous n'avons pas pu, sur laquelle nous n'avons pas pu faire intervenir des bénévoles, et nous avons dû mobiliser une équipe de travailleurs spécialisés dans la travaux en falaise. Pour le faire, c'est ce qui s'est passé il y a 2 ans, en 2016. Comment est-ce qu'on procède? On s'est posé évidemment plein de questions autour de cette griffe de sorcière, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Et comme c'est une liane, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'une liane, elle garde une certaine structure, une certaine rigidité. Et en travaillant, en décapant un premier espace, donc moi, mon capteur ne marche plus, j'ai l'impression, en décapant un premier espace, on déplace les griffes de sorcière sur le haut, et puis après on se déplace tout en haut de la zone sur laquelle on voulait travailler, et on les roule les unes sur les autres. Ça nous permet de créer des andins, des espèces de gros boudins, qui eux-mêmes se retiennent les uns les autres, puisque les lianes sont entremêlées, et ça nous permet de laisser les andins sur place, et de retenir également le sol, puisqu'il va y avoir du lessival, évidemment, puisque une fois qu'on a découvert le sol, dès qu'il y a du ruissellement, tout s'en va dans la mer, et dans des situations insulaires, le plus important, c'est les quelques millimètres de sol que vous avez pour pouvoir faciliter la recolonisation. Voilà ce que ça donne. En l'espace de 3 jours, vous avez ici, vraiment on voit plus rien, en l'espace de 3 jours, vous avez ici la vitesse à laquelle on peut avancer avec une vingtaine de bénévoles. Enfin, vingtaine de bénévoles, c'est sur la semaine. En tout, vous avez une dizaine de personnes par jour. Et voilà ce que ça donne après. Vous avez vu qu'on avait bien fait de se méfier de l'aspect esthétique après intervention. Ça, pour la commune de Sifour, je suppose que c'était pas vraiment vendeur. Quelques chiffres pour vous montrer un peu l'effort qui a été mis en place. En 2012, qui était sans doute l'une des plus grosses années, des plus gros secteurs les plus conséquents en griffe de sorcière, près de 200 heures de travail, une surface traitée estimée de 3000 m², ce qui n'est pas grand-chose finalement, dit comme ça, mais en réalité, quand vous avez un peu de végétation, des rochers, etc., ça représente une surface importante. Et vous avez le nombre de personnes mobilisées par jour. Donc finalement, la dernière année, 2015, c'était l'année où on a eu moins de travail à faire, puisque l'essentiel des structures, des zones envahies par le crapaud brutus avait déjà été traité. Là, je vous présente une petite photo clin d'œil, l'équipe du Parc national qui nous a rejoint ponctuellement une année pour faire de l'arrachage falaise. Vous voyez, on ne vit pas tout à fait les mêmes vies quand on est sur une île. Entre celui qui travaille et celui qui passe au paddle derrière, c'est pas toujours ça, mais c'est des petits clins d'œil sympas quand on est en train de travailler. Donc depuis 2013, une fois qu'on a fait cet arrachage, on est revenu chaque année sur les mêmes secteurs et on a regardé quels étaient les volumes de griffes de sorcière qui repassaient. Vous imaginez qu'une espèce qui est présente depuis 50-60 ans sur un territoire, qui a tout envahi, effectivement il y a des feuilles, mais il y a aussi une bande de graines. Et le sol est extrêmement riche dans cette bande de graines, ce qui fait qu'une fois qu'on l'a découvert, ce qui va pousser en premier, c'est la griffe de sorcière. Donc l'idée c'était de savoir quels étaient les volumes, est-ce que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose, ou dès l'année suivante, on a déjà le double de griffe de sorcière, elle a recouvert 50% du sol, etc. Donc c'était ce genre de questions, on avait déjà des informations, mais tout de même il nous fallait vérifier. Et on se rend compte que finalement, très rapidement, le volume de repousse de griffe de sorcière sur des secteurs qui a été arraché décroît très très vite pour atteindre aujourd'hui, sur chaque zone, on est quasiment en dessous d'1 mètre cube sur des zones qui font, on va dire, 1 demi-hectare, voire 1 hectare. Ce qui représente des sommes, des volumes qui sont finalement très faciles à traiter. Et parce que ça devient un problème maintenant, mais je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc la première stratégie de recolonisation, c'était laisser faire la nature. Ici, vous avez une photo d'une zone qui vient d'être arrachée après une première pluie. Voilà ce que ça donne, effectivement, visuellement. Vous vous souvenez de la photo tout à l'heure avec toute la pelouse verte, magnifique, luxuriante, etc. Voilà ce que ça donne derrière. Et au bout de quelques années, ça donne ça. Et la plante qui est la plus favorisée par la recolonisation sur ces andins, c'est le sénécieux, le Canthemifolius, qui va se comporter comme une pionnière, ce qui est juste incroyable. Donc, l'intérêt de ces andins, vous les voyez, non seulement ils retiennent une partie du sol qui va être destinée, donc les particules les plus fines qui sont mises en suspension, mais aussi l'intérêt, c'est que ça, vous ne pouvez pas l'imaginer ici, mais ce volume-là, avant d'avoir passé, là je pense qu'il est en place depuis 6 mois, dès qu'on l'a arraché, ce volume-là, vous avez l'équivalent d'un tas qui fait peut-être 2 mètres, 2 mètres 50 de haut, de griffe de sorcière, qui va diminuer jusqu'à ce volume ici, après 6 mois. Vous imaginez la quantité d'eau qui est perdue. Et il va en même temps conserver de la matière organique. Et cette matière organique, c'est justement ce qui va permettre aux sénéciaux de se développer. Et le laisser faire de la nature, ça a quand même un peu ses limites. À moins que je vous ai montré une autre, voilà, on continue. Une autre zone après arrachage, vous voyez un peu le spectacle. Et puis voilà ce que ça donne aujourd'hui. Voilà, la recolonisation fait son œuvre. Cela dit, j'anticipe un petit peu, mais je ne suis pas tout à fait au point sur mon PowerPoint. Voilà ce que donnent les suivis de végétation. Les placettes de référence, on voit qu'elles sont relativement stables. Le recouvrement
est relativement stable, on voit évidemment ce qu'on attendait, c'est-à-dire que la chute du recouvrement du Carpobrotus permet une évolution, un recouvrement plus important par les espèces indigènes. Donc ce qu'on fait, ça fonctionne, ça sert à quelque chose. Autre façon de le voir, on se rend compte que dès l'année qui suit l'arrachage, on a une évolution, vous voyez ce pic là, on a une évolution quasiment du double du recouvrement par les espèces indigènes. Donc ça marche même très vite. Et enfin, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure en photo, vous avez certaines espèces qui vont être plus favorisées que d'autres. En l'occurrence, parmi les espèces patrimoniales, c'est les ceux de l'Antimiconius qui vont en profiter. Vous imaginez qu'on l'a retrouvé sur quasiment toutes les stations d'arrachage, l'année d'après, en population florissante. Après, ce sont des situations instables. Hein. Dans quelques années, il va disparaître, il va être repris par d'autres individus, mais petit à petit, la première espèce pionnière, je vous en parlerai avec Frédéric Médaille, il vous dira, mais pas du tout, c'est pas du tout une espèce pionnière, on a déjà eu ce débat. Il se trouve que sur l'île, il se comporte comme ça. Cette île de laisser faire la nature, il a aussi ses limites. Ici, c'est le secteur sur lequel nous sommes intervenus la première année. Je vous invite à regarder ce secteur-là particulièrement. Voilà après l'arrachage, ce que ça donne. Donc vous avez encore la terre très noire, recouverte de feuilles, etc. Voilà après une pluie, ce que ça commence à donner. Et voilà où on est aujourd'hui. Donc si, effectivement, sur certains secteurs, on a les engrais qui fonctionnent bien, le ségnation qui repart dessus, certains autres secteurs sont complètement lessivés. Pourquoi? Parce qu'on est sur une île, que les plantes sont importantes et que parfois elles sont extrêmement exposées aux embruns et aux pluies. Et ça, c'était des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées, on ne trouvait pas la plante si importante que ça. Donc il a fallu qu'on retravaille un peu notre méthode. Qu'est-ce qu'on a fait les années qui ont suivi? Déjà, on a resserré les engrais, on les a fait beaucoup moins volumineux, beaucoup plus proches, parce qu'on s'est rendu compte que vraiment la repollinisation, si je vous montre la photo tout à l'heure, vous voyez très bien qu'elle repart vraiment sur les engrais. Elle ne repart pas tout de suite entre les deux. C'est normal, oui, tout à fait. On aurait pu imaginer que la banque de graines, en même temps au milieu, puisse être recollectée par d'autres espèces, mais ce n'est pas le cas. Donc la première stratégie, c'était de resserrer les andins et en même temps de les stabiliser avec des piquets, de façon à ce que le sol puisse être maintenu le plus longtemps possible. Donc évidemment, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait accompagner ce secteur qui avait été complètement lessivé. Donc la priorité numéro 1, ça a été de conserver le support essentiel, c'était le sol. Le sol, avec des aménagements faits de fortune, hein, je vous rappelle qu'on est quand même sur une île, donc on fait un peu ce qu'on peut avec le matériel disponible. Là, c'est du bois flotté qu'on a récupéré pour pouvoir faire des obstacles au lessivage, qui nous permettent, et là, ce que vous voyez, c'est les volumes de griffes de sorcière qu'on récupère d'une année sur l'autre quand on fait de la repasse. Et on s'en sert pour faire des nouveaux andins sur des zones où il n'y a plus du tout d'andins et plus de griffes de sorcière. C'est pour ça que finalement, le fait que le volume diminue, qu'on ait moins en repasse, finit par nous poser un souci parce qu'on n'a plus de matériel pour pouvoir faire les obstacles. Et voilà d'autres images de ce que ça peut donner. Voilà comment ça repart une fois qu'on a installé ces obstacles-là au lessivage. Et voilà comment on travaille aujourd'hui. Aujourd'hui, on travaille avec des boudins de fibres de coco qu'on remplit de griffes de sorcière, qu'on roule et qu'on dépose après à même le sol avec des piquets qu'on stabilise. Et ça nous permet vraiment de faire marcher la recolonisation. Mais en même temps, on est allé un peu plus loin que ça. On ne s'est pas contenté juste de laisser le sol et les andins. On s'est aussi dit qu'il fallait qu'on accompagne aussi la végétalisation, puisque, vous l'avez vu, ça fonctionne de proche en proche. Il faut donc qu'il y ait une banque de graines dans un secteur où il y a très peu d'obstacles pour arrêter ces graines. Comment font les plantes pour pouvoir s'installer? Et ce qu'on a mis en place, là-bas, ce qu'on a imaginé, c'était de créer une pépinière. Là, on était plein d'entrain, on pensait vraiment que ça pouvait marcher facilement. On a imaginé créer une pépinière insulaire, avec des plantes récupérées sur place, des graines récupérées sur place, et qu'on allait la laisser. Donc une île sur laquelle il n'y a pas d'habitants, ça veut dire que la pépinière elle fonctionne toute seule, donc avec un système d'arrosage qui est complètement bricolé. Il faut récupérer des cuves, il faut pouvoir les mettre en hauteur pour qu'il puisse y avoir une certaine pression qui permette de déclencher le mécanisme qui va ensuite faire l'arrosage automatique, caler un arrosage automatique que vous ne pouvez pas surveiller parce que vous ne savez pas si c'est trop arrosé, pas assez arrosé, qui varie d'une saison à une autre. Enfin, en bref, ça a été 3 années d'échecs de suite. Et cette année, pour la première année, on a réussi à récupérer une quarantaine de boutures. On n'était pas mécontents du résultat, après tous ces efforts. Et c'est quand même un projet qui était ambitieux et qu'on n'a pas réussi à mener jusqu'à son... Enfin, on a réussi à mener jusqu'à son terme de façon assez marginale par rapport à l'investissement tant qu'on y a passé. Et autre collaboration, donc là, vous avez les gars qui sont responsables du service arrosage de la ville, qui se sont pris au jeu, qui nous accompagnent tous les ans pour mettre en place ce système-là. Et là, vous avez un professeur de Polytech Marseille, malheureusement décédé, et qui est venu nous filer un coup de main pour imaginer comment on pouvait rendre le système encore plus autonome et autosurveillant, avec sa propre énergie.
C'est vraiment un beau petit projet. Donc les écotypes insulaires, parce que c'est malgré tout, là ça rejoint vraiment la démarche de flore locale que vous connaissez peut-être, qui est portée par les conservatoires botaniques, le conservatoire botanique national, les conservatoires botaniques nationaux. L'idée de flore locale, c'est qu'il n'y a pas plus adapté pour pousser dans un écosystème que l'espèce qui vit déjà. Et ce qu'on s'est imaginé sur l'île, c'était exactement la même chose. On n'est pas du tout sur des plantes qui sont finalement rares ailleurs, mais celles qui sont présentes sur l'île, on sait qu'elles ont au moins la capacité à se développer sur cette île. Rien que ça, c'est au moins aussi important que de récupérer des plantes qui sont très charnues, très bien développées, mais qui pourraient très rapidement s'assécher puisqu'il n'y a pas suffisamment d'eau. Donc ceux-là, on les a récupérés, on a créé des petites boutures, on est allé récupérer des jeunes plants aussi à différents endroits pour pouvoir les remettre dans nos nouvelles banquettes de sol. Et là, ça c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec le lycée agricole de Hier, qui est venu aussi nous donner un coup de main sur ce genre de choses. Et là, vous avez le résultat après un an. Vous voyez, là, c'était la zone que je vous ai montré tout à l'heure, où il n'y avait plus rien, quelques ornements de griffes de sorcière, un peu vert au moment où je vous l'ai montré. Là, vous avez vu, la griffe de sorcière a disparu, il n'y en a plus. Par contre, là, vous avez la lavataire, les 3 pieds de lavataire qu'on est allé récupérer, 3 jeunes plants de lavataire, regardez ce qu'il donne une année après. Là, vous avez la cinéraire, que vous voyez distinguée au pied, qui elle aussi s'est implantée et qui a réussi à se maintenir. Voilà, finalement, ça marche. Ça, c'est des choses qui sont finalement assez simples à faire et qui marchent assez bien, on en était assez contents. D'autres petites expériences plus marginales, mais en même temps qui permettent de faire parler du projet et en faire parler en positif. Quand vous êtes parti sur un projet de restauration qui va durer comme ça plusieurs années, il faut toujours vous assurer que les gens comprennent bien ce que vous faites et continuer, entre guillemets, à en faire parler autour de vous. Et l'un des moyens les plus intéressants pour faire parler les gens qui viennent sur l'île, parce que l'île n'est pas fermée au public, les gens y ont accès, donc ils y viennent, ils se demandent ce qu'on fait. Les premières années, ils nous ont regardé avec des yeux un peu étranges, voire même un petit peu agacés par ce qu'on était en train de faire, parce qu'on leur reprenait leur île quelque part. Et avec le temps, aujourd'hui, les gens participent, ils sont même super intéressés par ce qu'on fait, ce qui est assez bien, assez intéressant. Et l'une des actions que nous avons menées, c'était de faire ces petites pompes de graines. Donc ça, c'était des enfants des écoles que nous avions fait venir avec nous, et on les a accompagnés pendant une journée à faire des petites boules avec des graines que nous avions récupérées, et qui se sont amusés à lancer sur la zone qui avait été lessivée. Bon, ça, c'était un peu de la communication, parce que clairement, on sait très bien qu'en lançant des petites boules de graines en mai, sur une zone où on est parmi les zones les moins arrosées de France, on peut imaginer difficilement que les graines puissent repartir d'elles-mêmes. Je pense que d'ailleurs, il n'y a rien qui est reparti du tout, mais au moins les gens sont très contents d'y avoir participé. Les parents ont amené leurs enfants, on vu ce qu'on faisait avec eux, et on parlait positivement du projet de restauration. Maintenant, on va passer aux autres suivis en cours depuis quelques années, donc le suivi des goélands leucophées. Alors là, c'est un suivi typiquement sur lequel je ne peux rien vous dire du tout, parce que l'évolution des nids n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire sur l'île. En fait, la gestion du goéland leucophée, c'est une gestion qui se regarde plutôt à une échelle macro plutôt qu'à une échelle micro. Et aujourd'hui, le fait que les nids augmentent ou diminuent n'a aucun lien direct avec ce que nous sommes en train de faire sur l'île. C'est plutôt des choses qu'il faut discuter avec le parc national de Porquerolles ou celui des Calanques pour avoir une vision globale. Ceci, les années précédentes, nous étions plutôt habitués à ne compter qu'un total de nids occupés. Et en 2014, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de nids occupés et beaucoup de nids vides. On s'est demandé pourquoi. Donc on est revenu à plusieurs reprises et on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient une habitude que je ne connaissais pas en France, que je connaissais du Maghreb mais que je ne connaissais pas en France, qui consiste à venir récupérer les œufs de goéland à la période de la ponte, enlever les œufs, parce qu'on ne sait pas à quelle période ils ont été pondus, et revenir une semaine après parce qu'il y a une ponte de remplacement. Et là, ils sont persuadés que les œufs sont frais. En faisant comme ça, la personne consommait les œufs, elle avait l'habitude de le faire depuis des années. Ce qui fait qu'évidemment, le comptage, le recensement des goélands en fonction du nombre de nids occupés et vides posait un léger souci. Depuis, on a vraiment standardisé notre conservation contre tous les nids. Ça ne préoccupe plus de ce genre de problématique. Évidemment, c'est un tabou, mais ça fait partie des choses que les gens faisaient sans se poser particulièrement la question du bien ou du mal fondé. Et effectivement, quand on parle du goéland leucophée, c'est toujours difficile d'opposer à quelqu'un que c'est une espèce protégée, alors que vous savez très bien, tous ici, que les dégâts entraînés par le goéland leucophée dans des populations où il pullule, c'est plutôt même une contrainte et une pression plutôt qu'une chose qu'on a envie de conserver. Donc c'était amusant, c'est une anecdote, et cela dit, ça nous a permis de repenser un peu la façon dont on travaillait sur le suivi. Là, c'est le suivi phylodactyle en quelques mots. Donc, comme je vous l'ai expliqué, juste après avoir installé les gîtes artificiels, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'individus, mais qu'on avait quasiment 30% d'occupation des gîtes. Et que cette occupation, aujourd'hui, on a suffisamment de recul, puisqu'on l'a fait à différentes périodes. Aujourd'hui, on a suffisamment de recul pour pouvoir évaluer l'impact de
non pas de l'arrachage de l'huile de sorcière, mais de l'autre action de restauration écologique que je vais vous présenter après, puisque c'est le premier suivi qui a un recul de 3 ans sur les occupations de gîtes. Donc aujourd'hui, on sait à peu près quel est le taux réel d'occupation moyen des gîtes sur ce site. Et on se rend compte qu'on a effectivement une disparité entre le printemps et l'automne, plus d'individus au printemps qu'à l'automne, pour quelles raisons, je n'en sais rien. Et on a une répartition géographique qui n'est pas du tout homogène. On voit par exemple que les secteurs arrachés, donc ces secteurs-là, qui sont, comme celui-ci ici aussi, hein, on pensait que c'était des secteurs qui ne seraient jamais colonisés par Philadelphie, parce que Philadelphie a toujours besoin d'avoir des habitats rupestres juste à côté de lui. Donc certains gîtes ici sont installés en pleine végétation, pas du tout d'habitats rupestres autour. Et pour autant, on a de la colonisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça, ce sont des résultats que vous avez avant l'éradication du rat noir. Donc aujourd'hui, on sait que le phylodactyle est capable même de disperser dans des secteurs qui sont hostiles, puisque c'est un gecko, hein, il a besoin lui aussi de se sentir en contact avec un milieu rupestre pour se sentir en sécurité. Je fais un petit peu d'anthropomorphisme, mais c'est comme ça que moi je l'interprète. Il arrive quand même à venir coloniser des espaces qui sont pas du tout accessibles, enfin en tout cas, vu par un homme, c'est pas du tout accessible, il est capable de le faire même avec le rat noir. Donc voilà. Le taux d'occupation, vous vous rendez compte effectivement, on pensait qu'il y en avait que autour du phare, vous vous rendez compte que la réalité est bien différente, il y en a vraiment partout. Et que son absence, pour le coup, pose question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de phylodactyle sur des secteurs qui sont pourtant favorables? Et là, c'est là qu'on va commencer à se poser des questions encore plus intéressantes sur l'écologie de cette espèce, notamment les questions autour des facteurs très très proches du gîte qui vont influer sur sa capacité de découverte, sur sa capacité de colonisation, sur sa capacité à quitter le gîte aussi, parce que certains gîtes sont occupés puis ils sont laissés. Pour quelles raisons? Là, on commence à avoir des informations intéressantes. On a un article qui va être publié d'ailleurs cette année sur le sujet. Le deuxième chamboulement, le grand chamboulement, donc ça c'était précédemment la grippe de sorcière, ça a été cet été l'éradication du rat. Alors pour le coup, si l'éradication de la grippe de sorcière avait été un peu compliquée à justifier auprès des pouvoirs politiques, l'éradication du rat n'a posé aucun souci. Ça, le rat noir, vous pouvez le prendre dans tous les sens que vous voulez. N'importe qui sera toujours d'accord pour éradiquer du rat noir, même s'il n'y a pas forcément raison scientifique. Pour le coup, nous, on avait des raisons scientifiques. Mais ça, pour le coup, on n'a pas eu du tout de difficulté à pouvoir éradiquer le rat noir. D'autant qu'un rat noir sur une île, c'est une espèce que, comme il n'a pas de prédateur, comme il a une grande capacité d'utilisation d'espace et que personne ne le chasse, n'importe qui reste en début de soirée sur l'île voit forcément 1, 2, voire une dizaine de rats facilement sans trop de difficulté. Donc ça, forcément, ça effraie un peu. Avec tout l'imaginaire qui entoure les rats, vous imaginez que personne n'est à l'aise. Et d'ailleurs, beaucoup nous disaient, mais les rats, franchement, sur cette île, il y en a vraiment beaucoup trop. Donc on est venu apporter une solution, vous imaginez. Donc une stratégie en notre état qu'on a montée avec l'INRA et l'équipe de Olivier Lordelec, spécialisée dans les espèces invasives, dans le monde entier d'ailleurs, qui a reproduit ce genre de démarche partout sur toutes les îles du monde. Une première étape de piégeage qui nous permet de capturer des individus, de faire des mesures biométriques dessus, mais également de faire des prélèvements ADN. Je vous expliquerai un peu tout à l'heure pourquoi. Aussi l'étude du régime alimentaire, qu'est-ce qu'ils mangent sur cette île, c'est pas trop bien, et dans quel état sanitaire ils sont. Et au bout d'un certain temps, quand on n'arrive plus à capturer, parce que les rats s'adaptent assez rapidement à tous les pièges, et tous ceux qui ont essayé de piéger du rat chez eux le savent, il ne faut jamais laisser le même appât et le même piège à un rat, parce qu'au bout d'un moment, il l'a reconnu, il le connaît, il vient plus. Donc une deuxième étape, c'est la lutte chimique, pour obtenir une éradication complète. Donc en tout, 146 stations de piégeage relevées tous les jours pendant 3 semaines. Là, vous avez les parcours que nous avons déterminés sur l'île. Donc 4 parcours. J'ai fait un petit encart sur le petit robot parce qu'on a mis la même démarche en place sur l'île du petit robot qui est situé juste à côté, mais on n'a pas capturé de rat, donc je ne veux pas trop revenir sur le sujet. Et pas de rat déjà. Donc pourquoi une station de piégeage? Une station de piégeage, c'est dans un premier temps une cage dans laquelle on va mettre un appât très odorant, très attractif, et à côté un tube PVC. Tube PVC pourquoi? Parce qu'on va mettre un poison à l'intérieur, et que ce poison, si jamais on le laisse à l'air libre, il est accessible à n'importe quel animal à son chose. Donc l'idée, c'est qu'il ne puisse être accessible qu'à un animal qui va traverser le tube. L'intérêt d'installer le tube dès qu'on commence le piégeage mécanique, donc avec les cages, c'est que le rat va s'habituer à sa présence non vulnérante. Donc, un endroit dans lequel il peut rentrer et sortir sans qu'il lui arrive quoi que ce soit, ce qui est hyper important pour la psychologie du rat. Donc, voilà. Au bout de 3 semaines, on avait réussi à capturer 123 individus, analysés, capturés,
disséqués, comme vous pouvez le voir ici. L'intérêt de faire ça, il est multiple. Un, ça nous permet de savoir dans quel état biologique se situe la population. Est-ce qu'elle est en phase de reproduction ou pas en phase de reproduction? Ce qui peut nous permettre de penser qu'on a parfois besoin d'augmenter la densité de pièges ou de diminuer la densité de pièges. L'autre intérêt, c'est qu'on peut réaliser des prélèvements ADN parce que vous imaginez qu'une population qui est stabilisée sur une île comme ça, dont on n'a pas forcément idée de la période à laquelle s'est installée cette population, elle est forcément différente de la population continentale. Elle est forcément différente aussi de la population de l'île à côté. Ou alors peut-être pas du tout. Et si justement elle est très proche génétiquement de la population de l'île d'à côté, ça veut dire qu'il y a des échanges constants. Ça veut dire que le fait d'enlever les races sur cette île, ça n'a aucun intérêt. Donc, prélèvement génétique, c'est une question qui est d'autant plus intéressante que vous avez sans doute entendu parler du même projet sur l'île de Bago, et que, bon, un projet gigantesque, puisque l'île fait 65 hectares, avec une maquis très dense, et cela dit, après être arrivé à un seuil assez intéressant de rats, avec plus du tout de capture, plus de contact, aujourd'hui ils ont de nouveau une population de rats qui s'est installée, de façon exponentielle évidemment, vous avez laissé un territoire vide à quelques rats et ils vont le coloniser très rapidement. Et les questions qui se posent aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'ils sont venus? Est-ce que ce sont des rats que nous avons oubliés ou ce sont des rats qui sont venus par bateau, par la mer, parce que le rat nage très bien? Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir identifier, marquer chacune des populations sur les îles, et il va y avoir un travail mené comme ça sur toutes les îles de Provence, à partir de 2018, je pense, de façon à ce qu'on puisse identifier vraiment s'il y a des secteurs sur lesquels il n'y a pas d'échange du tout, et s'il y a des secteurs sur lesquels, au contraire, les échanges sont réguliers, et du coup, ça ne sert vraiment à rien d'intervenir, parce que c'est un travail énorme de présence. Autre point intéressant sur lequel travaille l'équipe de l'INRA, mais là je ne vais pas trop m'apesantir sur le sujet parce que je n'ai pas trop de données, mais eux travaillent sur les parasites, etc. Parce que autant les rats peuvent être des indicateurs intéressants de populations qui sont très différenciées, mais leurs parasites, les puces, pour le coup, sont forcément des puces qui sont encore plus spécialisées et qui permettent encore mieux d'identifier de quel endroit proviennent ces noyaux de rats. Donc ça, c'est un travail qui va être mené par l'équipe de l'INRA. Et grâce au parc national de Porquerolles, nos échantillons vont pouvoir être analysés dès cette année. Parce que nous n'avions aucun financement pour faire ce genre de choses. Voilà la courbe de suivi des captures et du nombre d'individus capturés. Donc évidemment, au début, on atteint ce fameux plateau dont on nous parle systématiquement dans tous les cours d'écologie. Moi, je peux vous garantir que pour faire le suivi tous les jours et de relever les pièges tous les jours, j'étais extrêmement content d'arriver à un plateau. Un plateau qui, vous voyez, au bout de 4 jours ici, plus de capture, c'était pour nous le signal déclencheur du piégeage chimique. Voilà. Pas de nouvelle capture au bout de 3 jours, vous pouvez déclencher chimique. Sauf que c'était pas si simple que ça, puisque en fait les rats sont aussi en une activité qui est aussi dépendante des conditions météorologiques, et quand il y a beaucoup de vent, les rats sont moins actifs. Ce qui fait que vous avez des zones de calme plat qui sont plutôt des calmes plats météorologiques que des calmes plats dus au fait que les rats ne sont plus du tout attirés par les pièges. Ça, je vous ai déjà dit. Voilà la carte de répartition des rats capturés. Vous voyez, tout un secteur ici. Jaune, ça veut dire pas de capture du tout. Et finalement, des captures qui sont très centrées autour du phare, autour de la maison où on habite. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais autant on a un phare ici, mais le phare n'est pas accessible. Et la propriété de phare est balise. Ici, c'est le local de gestion. C'est une maison qui a été construite pour les gardiens de phare avec d'anciens jardins tout autour. Et c'est celle-ci que nous utilisons quand on fait ces campagnes. Donc vous voyez, beaucoup de rouge sur ces secteurs-là, comme par hasard le long du chemin. Et le long de certains secteurs qui sont utilisés par les gens qui viennent du débarcadère et qui, de temps en temps, ont besoin de se soulager. Donc on se rend compte qu'on a une répartition qui est assez hétérogène. On a très peu de rats sur les secteurs arrachés, ce qui n'est pas très surprenant, puisqu'on a enlevé la ressource alimentaire principale et la ressource en eau. Et on voit des rats qui sont spécialisés en détritus marins. Ça, c'est intéressant. On a placé des pièges à quelques mètres à peine dans des zones qu'on pourrait presque considérer comme halieutiques, pas de végétation. Et on a trouvé quand même des rats quasiment systématiquement, au moins un sur chacun de ces secteurs très proches de la mer. Ça, et on l'a découvert ensuite en analysant leur contenu stomacaux, on s'est rendu compte que certains rats étaient spécialisés justement dans les laisses de mer. Des rats qui sont aussi spécialisés dans la consommation des graines, la flore locale, mais aussi de l'éjection humaine. Et ce point-là, notamment particulièrement intéressant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va dire c'est le cargado du coin, hein, quand des gens viennent sur une île et qu'ils ne trouvent pas forcément mieux à faire que de venir se soulager dans un secteur comme ça. Et bien ça, c'était un secteur hyper riche en rats. On a continué à en capturer quasiment jusqu'à la fin de nos campagnes de piégeage. On est passé ensuite à la phase de lutte chimique. La lutte chimique, c'est ça. C'est un pavé de bromadiolone attaché, donc il ne peut pas partir, il ne peut pas être enlevé.
Et là, il est intact, et là, il a été consommé par un rat. Le rat, manifestement, sa stratégie, c'est de commencer à consommer un petit peu, puis après de revenir un peu plus tard, voir s'il est toujours vivant, il en consomme un petit peu, puis au bout de 1, 2, 3 jours souvent. Là, il a une consommation importante du même appât. En fait, c'est sa stratégie à lui pour justement identifier si le piège est létal ou pas. C'est d'autant plus intéressant que le poison à l'intérieur, la bromadiolone, va être un anticoagulant qui nécessite qu'une certaine quantité soit ingérée avant d'être efficace. Donc il y a cette démarche du rat qui consiste à venir tester les pièges, et on se rend compte aussi, notamment dans le cadre du piégeage mécanique, qu'au début on a capturé quasiment que des rats dans un état sanitaire défectueux, avec des parasites, notamment des ascaris plein l'estomac, donc des rats très affamés qui venaient sur nos pièges, et au fur et à mesure on capturait des rats qui étaient beaucoup moins malades, beaucoup moins en bien meilleure santé. Donc voilà, il y a sans doute des choses très intéressantes à découvrir sur les rats. Moi, j'en suis pas spécialiste, et au fur et à mesure, ils nous ont un peu surpris. Et voilà la courbe des contacts de rats tout au long de la période de capture. On voyait qu'on a commencé le 31 juillet, et on a réellement fini le 30 octobre. On était parti sur un protocole d'1 mois et demi, ça durait beaucoup plus, avec des périodes pendant lesquelles on n'a pas relevé les pièges parce qu'on n'avait pas d'accessibilité météo. Donc là, c'est pour ça que vous avez des espèces de pics juste avant certains creux. Le pic représente finalement 3 jours de suite pendant lesquels on n'est pas allé sur l'île. On vient sur l'île, là on a une quantité de pièges qui a été consommée, d'où le fait qu'il y ait ces pics, mais c'est complètement artificiel. Et du 22 septembre au 30 octobre, on n'a plus un seul contact. On a donc décidé que c'était la fin de la lutte. C'est arrivé au plus rare. Voilà la carte des contacts de rats que nous avons effectués. C'est là que c'est intéressant par rapport à la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Finalement, les rats étaient présents sur la quasi-totalité de l'île, indépendamment des secteurs arrachés par arrachés. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, tous les secteurs où nous avions fait un maximum de capture mécanique, ceux-là étaient des secteurs qui étaient complètement désertés. Et on a réussi, grâce à le piégeage chimique, à trouver des rats dans des secteurs où on n'arrivait pas à les capturer. Discrètement. Donc les secteurs de piégeage les plus importants sont abandonnés par les rats. Cela dit, on ne se contente pas uniquement de dire qu'on a fini, on imagine aussi que potentiellement il pourrait y avoir de la réinfestation. Je vous ai montré tout à l'heure la carte très rapidement, on est situé à 700 mètres de l'île des Ambiers, qui elle est une île sur laquelle il y a les griffes de sorcières et il y a du rat, donc on pourrait récupérer les deux en même temps. Donc on a installé ce qu'on appelle les boîtes anti-réinfestation, qui sont des boîtes qui sont appâtées avec beaucoup de cubes de bromadiolone, bien mis à l'abri, bien cachés, avec juste 2 trous, une circonférence suffisante pour que le rat puisse rentrer à l'intérieur, et installées aux endroits stratégiques. Évidemment, pour nous, les endroits stratégiques, c'est le débarcadère, et c'est toute la côte qui est juste en face de l'île des Ambiers. 32 boîtes qui sont installées, qui sont relevées à peu près tous les mois, voire tous les 2 mois. Mais pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça? Personne n'a posé la question. L'idée, en fait, c'est qu'aujourd'hui, Puffin Cendré, Yalcoan sont présents sur les îles des parcs nationaux. Ici, on est sur une île qui n'est pas un parc national. C'est une île qui appartient à tout le monde, puisque c'est le conservatoire du terrain. Est-ce qu'on est capable de faire revenir ces espèces, ces illustres espèces rarissimes en Provence, est-ce qu'on est capable de les faire revenir sur un secteur qui n'est, entre guillemets, pas protégé? C'était ça toute la question. Sachant que 3 espèces sont particulièrement visées, le Puffin cendré, le Puffin Yalcoan, c'est une tempête. Et là, une petite carte de l'activité des puffins en période de nourrissage, équipée de balises, Argos, et voilà le résultat. Nous, on se situe juste ici. Et vous vous rendez compte que les puffins qui sont situés sur les parcs nationaux de Porquerolles passent quasiment tous les jours au large des Ambiers, tous les jours. Et que ceux du parc national vont de temps en temps jusque chez nous. Ça veut dire que potentiellement, on est juste sur un secteur d'appel, un secteur qui peut potentiellement être colonisé. Sauf qu'on n'a jamais eu l'information de présence ou d'absence de puffins sur l'île. Jamais. Donc on ne sait pas s'il a déjà été présent. Mais avec la présence, la population de rats qui était présente sur l'île, on peut imaginer que toute installation était absolument impossible. Donc notre idée, c'était de réussir à attirer les puffins qui sont de passage, notamment les prospecteurs ou les océaniques de tempête, les attirer pour qu'ils viennent découvrir l'île. Comment est-ce qu'on a fait ce genre de choses-là? Et ça, c'est ce qu'on a fait cet hiver, en janvier. On a créé dans un premier temps des gîtes, tout simple, en béton de bois, des cubes, entre guillemets, sur une zone que nous avons identifiée parce que présentait pas mal de chaos, pas mal de zones potentiellement déjà exploitables naturellement par puffins. On est venu installer ces fameuses boîtes. Là, vous voyez, c'est aussi des regards de pluviales qui font la bonne taille, parce qu'il y a des dimensions. Il y a un énorme travail qui a été fait par l'équipe du CNPACA, notamment,
et d'autres qui travaillent sur ces espèces en Méditerranée, là encore le rhizopyme. Des dimensions de boîte donc, qui correspondent aux puffins, aux deux espèces de puffins, installés et masqués dans le paysage, parce que l'idée c'est de, même si on arrive à mettre en place ce genre de choses-là, c'est que ce ne soit pas forcément détruit par des gens qui seraient curieux parce que ça se verrait depuis le large, donc on les a intégrés dans le paysage. Et on a installé un système de repasse. Donc là, vous avez en ce moment même, le soir vient de tomber, il y a une bande qui passe avec des implants qui est censé justement attirer les oiseaux prospecteurs qui passent au large. Et pour finir notre attractivité, de renforcer l'attractivité des terriers, on a été récupéré, je ne devrais pas trop le dire, mais il faudrait couper le son de la caméra, à ce moment-là je ne fais pas comme ça. On a réussi à récupérer quelques morceaux de plumes, des fientes, etc., des coquilles de puffins, pour pouvoir les installer justement devant les terriers, de façon à ce que l'odeur des puffins puisse attirer un éventuel prospecteur qui s'y pose. Donc ça, je n'ai pas de résultat à vous donner aujourd'hui, on l'a fait en janvier. On va revenir en mars, on va voir déjà ce que ça va donner, en espérant qu'on a peut-être la chance de voir un oiseau qui s'est posé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire à présent? Évidemment, en 2018, on va continuer à faire nos suivis de places de végétation, de gîtes, de recensement de goélands, peut-être voir de la nidification d'oiseaux marins. Tout l'intérêt des 3 ans de suivi de gîtes phylodactyles, c'est qu'on va enfin pouvoir savoir si le rat, qu'on identifie souvent comme étant une espèce qui met le phylodactyle sous pression, est-ce qu'effectivement, une fois qu'on a enlevé le Rattus ratus, est-ce qu'il y a un impact réel sur la population phylodactyle? Et si oui, ça veut dire qu'on sera sur une opération qui aura apporté une plus-value réelle à ces populations. Donc on fait plutôt le tableau des disparitions que des apparitions, puisque leur capacité à coloniser les îles est complètement nulle. Carpobrotus, donc toujours la même chose, un contrôle de l'arrachage. Cette année, on va retourner sur les falaises pour pouvoir arracher ce qui a été fait il y a 2 ans. L'avantage que nous avons maintenant, c'est qu'il n'y a plus de rats, donc même s'il reste des fruits, potentiellement ils ne vont pas être dispersés partout. Et la griffe de sorcière met 2 ans entre la production d'un jeune semis et la production de fruits. Ce qui nous laisse un certain temps d'intervention, un certain confort. Parce que les interventions en falaise, je ne l'ai pas dit, mais le rocher sur place, un schiste extrêmement friable, et les interventions en falaise sont relativement difficiles. Donc un schiste friable en milieu marin, ça devient des choses qui sont, des rochers qui sont coupants comme des lames de rasoir. Donc pour aller intervenir là-dessus, ça reste tout de même compliqué, même si aujourd'hui on y voit beaucoup plus clair. Depuis que la griffe de sorcière est partie, on y voit beaucoup plus clair. Et évidemment, cet été, on va contrôler l'éradication. J'espère vraiment, avec toute l'énergie que tous les gens qui sont intervenus sur l'île ont passé, qu'on aura un contrôle négatif, pas de présence de rats sur l'île, ce serait vraiment le couronnement de tous nos efforts. Ça, c'est les personnes que je souhaite remercier pour cette mission d'ératisation. Vous avez une 40aine de bénévoles qui sont intervenus sur l'île cet été, qui sont relayés à tour de rôle pour pouvoir faire les relevés de pièges. Et c'est pas forcément drôle de venir parfois intervenir pendant le piégeage mécanique avec des rats dans des cages, etc. Il y a toujours une espèce d'attachement à un petit animal, malgré tout. Même si moi je me suis détaché de ce genre de choses-là, je pense que j'ai un karma qui est très très mauvais aujourd'hui, vu le nombre de rats que j'ai tués. Mais j'espère qu'on m'en tiendra par rigueur. Toutes ces personnes-là ont participé, plus ou moins motivées, vous voyez, les petits trous qui touchaient les rats. Mais cela dit, grâce à eux, on a réussi à faire ces parcours tous les jours. Tous les jours, cette routine consiste à repasser sur les mêmes secteurs, changer les appâts, récupérer les rats, les tuer, les analyser, etc. Au début, vous aviez quasiment 17 rats par jour. Vous imaginez ce que ça représente comme travail sur une seule journée, c'est juste gigantesque. Et à la fin, évidemment, ça devenait beaucoup plus facile à faire. Mais avant de finir, je voudrais aussi remercier. Je crois que j'ai manqué un petit moment, je crois qu'il y a quelque chose qui est arrivé là. Bon, ça se fait que ça ne marche pas. Voilà. Ça, c'est la liste de tous les bénévoles qui sont intervenus sur l'île depuis que nous avons commencé ces opérations. Voilà. C'est juste impressionnant. Ainsi que les structures. Merci à eux d'avoir joué le jeu. Merci aussi donc à ceux qui ont participé cet été à cette opération. Et merci à vous de m'avoir écouté. Ça, c'est des temps pour le bisou sur le port. Donc, je suis à votre disposition si vous avez des questions, évidemment. Si j'ai la réponse, j'essaierai de m'appliquer à vous répondre le mieux possible. Merci. C'est ouvert à tout le monde.
Voilà, c'est le genre de choses que le conservateur du littoral nous permet. C'est de pouvoir public, de s'investir sur le terme, et de pouvoir en continuant à parler positivement. Oui, avec alors, c'est financé comment? Alors, il y a une partie du financement primaire qui a été apportée par le conservateur du littoral cette année notamment. L'initiative PIP, c'est quand même un réseau qui est aussi financé par des mécènes comme le Fonds français pour l'environnement mondial, par la Excusez-moi. Est-ce que ça marche? Voilà, excusez-moi. L'initiative PIP, c'est quand même une initiative qui est financée par l'Agence de l'eau, par le Fonds français pour l'environnement mondial, par l'association MAVA également. Et cela dit, ces opérations ont vraiment été faites exclusivement sur des fonds propres, très rarement sur des fonds propres du conservatoire du littoral. Le conservatoire du littoral a pour la première année produit un marché auquel j'ai répondu, parce que ça fait déjà 4 ans que je travaillais sur le site, donc j'étais quand même assez bien placé pour y répondre en tant que structure privée. Et jusqu'à présent, j'intervenais en tant que membre de l'initiative PIP. C'est-à-dire que j'étais payé par ces structures-là. Et dans mes missions, j'avais la coordination de ces travaux. Mais les gens qui sont venus, et c'est là qu'il faut se rendre compte de cette capacité qu'ont les gens à se mobiliser sur des sujets qui les intéressent. Honnêtement, l'été, ce qui nous a coûté le plus cher, ça a été de préparer les repas de midi, sachant que ça ne coûte rien par rapport à l'effort humain qui était consenti. Et une seule année, on a eu un vrai problème d'entente avec la ville de Sifour. On n'a pas réussi à avoir à disposition des bateaux. Et là, c'est ce qui est quasiment le plus gros budget que nous ayons réussi à dépenser, c'était les bateaux pendant une semaine. Ça, c'est très cher. Sinon, le reste du temps, ça a été fait sur les fonds de la commune de Sifour, qui avait à disposition son service sécurité plage, qui nous faisait des allers-retours le matin, le soir, à Kiriki, qui nous apporte de l'eau, parce que je suis passé très rapidement sur ce sujet, mais quand on n'a pas d'eau sur l'île, on est très dépendant de ce qui se passe sur le continent. Et en même temps, si on avait de l'eau sur cette île, on aurait un habitant à l'année. Et un habitant à l'année, on sait ce que ça va donner forcément au bout d'un moment, même s'il est pétri par toutes les bonnes volontés du monde. Il y avait une association qui s'était installée sur l'île pendant un certain temps, qui s'appelait, alors ça ne s'invente pas, ça s'appelait l'APIR, l'Association de protection folie du Rouro. Et l'APIR a justement eu la bonne idée d'introduire des lapins nains notamment. Elle a eu aussi la bonne idée une année, après un hiver un peu rude, où les grippes de sorcières avaient quasiment disparu, d'aller en récupérer quelques brins pour les remettre sur l'île parce qu'ils trouvaient ça joli. Donc ça s'appelle de la bonne volonté. Ils l'ont fait avec la bonne volonté, ils ne savaient pas que c'était aussi dangereux, et on leur doit sans doute une partie des efforts qu'on a dû consentir les années suivantes pour l'arracher. C'est d'ailleurs, si je peux passer un message d'ailleurs au propos des griffes de sorcières chez vous, si vous avez l'occasion de passer sur une plateforme, n'hésitez surtout pas à les arracher. Vous ne vous rendez pas compte comme c'est pénible après d'en arracher des surfaces de plusieurs mètres carrés. En dehors que ça s'étend beaucoup, je vous avais quasiment tout dit. Vous avez quasiment tout dit, c'est qu'effectivement ça s'étend beaucoup, très vite, et que ça fait forcément au détriment des autres espèces. Et là, pour le coup, c'est un recouvrement physique, c'est une lutte pour la capacité à récupérer la lumière, et c'est en même temps une atteinte du sol, puisque la production de grêle de ces plantes envahissantes en général, c'est de leur grande qualité, c'est d'être capable de produire énormément de grêle qui va étouffer quasiment la bande de graines du sol à l'hiver. Donc voilà, c'est le danger de cette espèce. Alors, je voulais montrer très rapidement, malheureusement ça fait partie des petits couacs dans une mission qui s'appuie beaucoup sur du bénévolat et sur de la motivation. Parfois, on n'arrive pas forcément à aller au bout de tous les projets. Il se trouve qu'on avait commencé à mettre en place des transects de suivi d'entomophone, notamment d'entomophone fixé, enfin d'entomophone du sol. Et comme on n'est pas présent tous les jours sur l'île, malheureusement les pièges, qui sont des pièges barbeurs, tout simplement, c'est des beaux pièges qui sont enfoncés dans le sol, tous les 3 mètres on a un beau piège, on fait des dizaines de mètres. Les beaux pièges, au bout d'un moment, ils commencent à être ressortis par les rats, et après les goélands viennent s'amuser avec les gobelets. Ce qui fait qu'on ne récupère rien du tout. Donc on a fait ça une fois, on l'a refait une deuxième fois, et comble de malheur, la deuxième fois qu'on avait commencé à récupérer les échantillons ont été volés. C'est juste incroyable cette histoire, mais ça fait partie des petites anecdotes de ce genre de situation. Ils ont été volés, et donc j'ai jamais eu d'informations réelles sur l'entomophone du sol de l'île du Grand-Rouro. Je peux vous donner mon expérience à moi qui ne suis pas du tout entomologiste, donc je trouve qu'il y a des trucs noirs avec des antennes et un petit peu des verts. Voilà. Non, j'exagère un petit peu, mais j'ai fait venir, moi, pour le coup, j'ai fait venir un spécialiste des pollinisateurs sauvages. Parce que l'année qui a suivi les premiers efforts d'arrachage,
Je vous ai montré le sénécieux, le Cantemipholus, qui est beaucoup développé, mais il y a une autre espèce qui s'est aussi beaucoup développée, qui a joué aussi le rôle de pionnière, et merci à elle d'ailleurs, c'est le Lotier fossitis, Lotus cytisoides, qui est une espèce qui est très 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 florifère et qui entraîne aussi une activité des abeilles domestiques extrêmement impressionnante. Pourtant, on sait que les abeilles domestiques sont actives entre 800 et 1 km de distance de leur ruche. Et là, je peux vous garantir que j'ai vu sur les premiers printemps des quantités incroyables d'abeilles que je n'avais pas remarqué avant. Et je me suis demandé si ce n'était pas l'occasion, parce que, encore une fois, dans ces travaux de conservation de la biodiversité, le meilleur moyen de réussir à faire des bons travaux, c'est d'en parler le minimum possible. Faire que, finalement, ce soit une conséquence d'autres actions qui sont menées pour le paysage, pour l'entretien du site, etc., etc. Et puis en parallèle, le fait de la biodiversité. L'idée, ça avait été d'installer une ruche sur l'île pour justement faire du miel du roux, vous voyez, en termes de communication, ce que ça pouvait donner. Et une ruche, ça sous-entend de l'entretien, de la surveillance, donc quelqu'un qui vient régulièrement pour voir ce qui se passe, etc. Et qui en même temps peut commencer à regarder ce que deviennent les andins, si la pépinière continue d'être arrosée, parce que je vous ai parlé des échecs de la pépinière, mais les échecs de la pépinière, ils se sont joués à chaque fois à 3 semaines. C'est qu'au mois après notre passage en juillet, il se trouve que pour récupérer de l'eau et remplir les cuves, il fallait qu'on fasse venir phare et balise, parce que sous le phare, on a une cuve de 20 à 30 mètres cubes qui est installée, donc il fallait récupérer de l'eau à l'intérieur de cette cuve pour l'envoyer dans nos cuves à nous. Comme le phare appartient à phare et balise, il faut l'autorisation du propriétaire qui vienne, qui nous ouvre, qu'on mette notre pompe, qu'on remplisse, etc. Et il se trouve qu'à chaque fois, en juillet, comble de malheur, ils ne sont pas passés au moment où on était là. On n'a pas pu remplir nos cuves se sont asséchées, nos plantes ont disparu, on n'a pas pu les planter. Donc l'idée c'était de réussir à faire venir des gens qui puissent faire ce genre de mission de routine, parce que remplir une cuve d'un mètre cube, ça vous prend 20 minutes. 20 minutes dans une journée, ça rien du tout. Par contre, il faut venir sur l'île, et si vous venez spécialement pour ça, là ça devient un peu compliqué. Alors que si vous le faites en mission de routine, alors que vous faites d'autres choses à côté, ça devient beaucoup plus simple. Donc l'idée c'était ça, le conservatoire est malheureusement à ce moment-là d'être en train de monter, vous avez peut-être vu les résultats d'ailleurs, sur la chaîne de l'Estac, une grosse étude sur les pollinisateurs sauvages et les compétitions avec les abeilles domestiques, de façon justement réglementer l'usage des espaces couverts pour la production de miel. Il se trouve qu'à ce moment-là, la politique du conservatoire, c'est pas d'installation de nouvelles ruches sur nos sites. Donc c'était une position un peu dogmatique. J'ai essayé un peu de contourner, j'ai jamais réussi à contourner ce dogme, ce qui fait que j'ai jamais réussi à pouvoir faire du miel de l'île du Orango, à mon grand dame, mais bon, aujourd'hui c'est pas très grave, puisque nous avons réussi à chasser les rats et à faire arriver jusqu'à son terme la pépinière avec au moins 40 plants. Donc c'était déjà pas mal. Il a réussi. Mais les geckos, ils mangent surtout des insectes. Les geckos mangent surtout des insectes et des fourmis. Donc on avait une première étude qui avait été faite sur les fourmis. Je l'ai dit un peu quand je vous dis que je n'ai jamais été attentif. On sait qu'il y a de la ressource, en abondance. C'est-à-dire, elle est sans doute, comme c'est le cas sur beaucoup d'îles, elle est sans doute pourrie spécifique avec très très peu d'espèces, mais qui peuvent être relativement abondantes. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur toutes les îles en général. La diversité diminue, par contre, la niche écologique de chacune des espèces s'élargit énormément et vous avez des abondances importantes. Et là, pour le coup, c'est le cas. Il y a beaucoup de fumailles à Clavellata. Oui, il y en a un peu, et elle est pas mal repartie, vous l'avez vu d'ailleurs sur mon graphique. Elle a aussi bénéficié, bon, marginalement, mais un petit peu tout de même, de ces opérations d'arrachage de l'huile de sorcière, notamment dans les espaces où on a laissé libre. En fait, le plus simple pour la recolonisation, c'est quand vous préservez déjà un petit buisson existant, et que malheureusement, parfois certains ne se sont pas arrachés dans les opérations d'arrachage, mais souvent on est attentif à garder un petit peu de gazon, un petit peu d'élytrigia, etc., etc. Et ça a permis justement le développement de gazon assez important à partir de ces tâches, et c'est sur ces espaces-là qu'on a retrouvé de la, comment ça s'appelle, de la fumaria. Clavellata. C'est ça. Vous avez des questions, non? Vous savez tout sur le robot. Cet été, une nouvelle semaine d'intervention. Si jamais vous avez du temps à y consacrer, on n'a plus beaucoup de travail malheureusement à vous fournir. Donc il va falloir surtout profiter de l'île. Mais c'est ouvert et il suffit de contacter le conservatoire du littoral. Les places sont chères maintenant, vous imaginez qu'on a besoin un peu moins de monde, mais c'est toujours possible de pouvoir y participer. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, ça c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est que certes, on n'a pas d'eau, pas d'électricité, je vous l'ai dit plein de fois, je vais arrêter de répéter ça tout le temps. Mais Paul Zucconi-Gilles, que vous avez vu rapidement en photo tout à l'heure, Paul Zucconi, qui est la gestionnaire de l'île, a participé à l'émission de Top Chef. Et je peux vous garantir que les repas du midi là-bas, c'est des repas d'anthologie. Voilà. J'ai rarement aussi bien mangé sur cette île. Ouais, en plus, elle a mis en place un partenariat avec l'équipe de cuisine qui s'occupe des seniors sur la côte de
de 6 fois, ce qui fait qu'on a vraiment à manger en quantité et en qualité. Voilà, il s'occupe bien de nous. Voilà. Très bien. Alors, quelles sont les dates? Alors en juillet, cette année, ce sera la semaine d'avant le 14 juillet. La semaine avant le 14 juillet. Le 14 juillet, je crois que c'est un samedi, si je ne me trompe pas. J'ai plus en tête exactement, mais je crois que c'est un samedi 14 juillet. Et cette année, on interviendra juste avant la semaine précédente. Voilà. C'est bien ça. Ouais, je me souviens d'avoir regardé ça déjà. Alors c'est déjà un peu calé. Voilà, sachez que si vous voulez, même si vous ne voulez pas forcément participer, c'est ouvert. Il suffit à ce moment-là de se caler et de réussir. Moi, j'y retourne en avril pour les suivis de végétation. Ça peut être une occasion de venir parce que c'est le moment où la végétation est un peu florissante et la plus intéressante. Ensuite, on va y retourner j'y retourne en mars pour le suivi du fin, j'y retourne en avril pour le suivi de la flore et des échos, et après en juillet pour les campagnes d'ératisation et de suivi de la grippe de sorcière. Donc c'est autant d'occasions possibles pour pouvoir venir sur le greffer, une après-midi, une journée, une nuit sur une île comme ça, c'est toujours fabuleux. C'est un souvenir extraordinaire. Extraordinaire. Aussi à plus les rats sont sympathiques, là, hein. Moi je dis ça maintenant que j'en ai fait 123, j'ai trouvé relativement sympa. Bon, ben, si vous voulez, c'est bon. Ben, merci. Oui, juste une question à préciser. L'équipe qu'il faut contacter si ça vous intéresse de venir, c'est l'équipe de la délégation internationale du Conservatoire du littoral. Parce que c'est elle qui historiquement s'occupait du programme des collectivités méditerranéennes. Du coup, c'est pas le Conservatoire et sa délégation PACA qu'il faut contacter, même si c'est eux les propriétaires. Ceux qui gèrent la mission, c'est la délégation internationale. Il y a un monsieur qui s'appelle Fabrice Bernard. Fabrice Bernard. Bonne soirée à tous. Bonne Saint-Valentin.